super. Parfait, moi aussi. Bon, vous ne bougez pas, hein, parce que vous êtes très nombreux. Donc il faut que vous soyez tous bien, vous vous évanouissez pas, vous faites rien, vous écoutez. Quelle autorité! Alors, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'être venus si nombreux. C'est très agréable de voir voilà, autant de monde, puis aussi de voir des têtes connues que je retrouve régulièrement. Allez, un petit sondage. Qui je retrouve en amphi ce jeudi matin? Ah, ben super. Donc, c'est pour le séminaire Voyage au centre du cerveau qui en est à sa 9e saison. Et donc voilà, il y a toujours des nombreux élèves qui nous suivent presque chaque année. Les nouveaux sont aussi les bienvenus. Et je me réjouis eh bien, de commencer ce séminaire jeudi. Alors, je suis Sylvie Thirion, maître de conférence à Aix-Marseille Université en physiologie et en neurosciences. Donc, je suis rattachée d'un point de vue recherche à l'Institut de neurosciences des systèmes qui est sur le campus santé de la Timone. Et j'enseigne eh bien, de la première année en sciences de la vie, licence neurosciences, et puis master sciences cognitives, master neurosciences, et puis également aux étudiants en médecine en 3e année pour les initier à la recherche. Alors, je suis aussi, j'en dis un petit mot parce que si vous souhaitez, donc je suis conférencière, je suis aussi auteure d'un livre sur la neurobiologie de l'amour, et si vous souhaitez suivre donc les différents événements, soit que je coordonne, soit que j'anime, eh bien, vous faites un scan avec votre téléphone de ce QR code, j'en ai quelques-uns qui sont imprimés, et vous atterrirez sur un certain nombre de liens voilà, sur lesquels vous avez toutes les infos. Alors, juste un petit mot sur la semaine du cerveau qui a lieu en mars. On a les dates, ça y est, ça sera du 16 au 23 mars 2026. Et donc, je fais partie du comité d'organisation qui est donc dans le cadre d'une association qui est cerveau.com. Et je vous invite, il y a beaucoup d'événements que je ne vais pas détailler ici, mais des conférences à l'Alcazar, des débats, de bistrosciences, etc. Donc, n'hésitez pas, là aussi, à vous renseigner sur le programme qui toujours est diffusé par l'UTL. Donc, si votre mail est communiqué à l'UTL, vous recevrez les infos en temps et en heure. Aujourd'hui, on va parler du microbiote intestinal et j'ai intitulé cette conférence donc microbiote intestinal, un complice qui veille sur notre santé. Donc vous avez toutes et tous très certainement déjà entendu parler de ce que l'on appelait que l'on connaît depuis longtemps, on ne s'y intéresse pas depuis si longtemps d'un point de vue scientifique, en tout cas avec autant d'engouement, mais c'est ce qu'on appelait la flore intestinale il y a de nombreuses années déjà. Hein, Comment? C'était peut-être plus poétique, c'est pas faux. Mais en science, on a besoin de nomenclature et de savoir de quoi on parle. Et ici, donc, ce microbiote, eh bien, c'est 50 000 à 100 000 milliards de bactéries. C'est pas vrai, quand je dis bactéries, c'est pas que ça. Il y a aussi des champignons, il y a aussi des levures, il y a aussi des virus. Souvent, quand on entend virus ou quand on entend bactéries, on dit oh là là, cochonnerie. Ben non, pas que. Pour avoir une idée, le nombre de cellules humaines donc, qui constituent notre corps, c'est 50 000 milliards. Donc vous voyez qu'il y a autant, voire plus, de cellules bactériennes que nous hébergeons que de cellules humaines. Donc pourquoi je dis bactéries? Parce que c'est vraiment la grande majorité de ces micro-organismes qui peuplent notre corps. Et en fait, on ne retrouve pas ce microbiote uniquement au niveau des intestins, on va le retrouver partout où notre organisme est en contact avec l'extérieur. Donc on va avoir un microbiome dans la bouche, dans le nez, les poumons, les organes génitaux, la peau,
Et là aussi, il y a de nombreuses recherches donc, qui avancent sur ces autres microbiotes. Là, aujourd'hui, donc c'est sur le microbiote intestinal que nous allons donc nous concentrer. Alors, on a maintenant cette notion que l'humain est microbien, qu'on est vraiment dans un écosystème, c'est-à-dire qu'il y a une symbiose réelle entre nos bactéries et notre organisme, et j'espère, après cette conférence, que vous en serez convaincus. Je vous ai parlé du nombre de bactéries, donc environ 50 à 100 000 milliards, 10 puissance 14. En termes de gènes, eh bien, il faut savoir que le génome humain est constitué de 23 000 gènes, codants en tout cas. Pour l'anecdote, le grain de riz, c'est 40 000 gènes. Donc, lorsque la génétique a été, qu'on a eu les outils vraiment nécessaires et indispensables pour étudier ce génome dans toute sa complexité, sa diversité, eh bien, on a cru qu'on allait avoir compris beaucoup de choses. En fait, c'est plus complexe que ça. C'est un élément important, bien sûr, mais rien que cet exemple, 23 000 gènes humains, 40 000 pour le grain de riz, on comprend que les gènes ne font pas tout. Les gènes microbiens, eh bien, en fait, il y en a par individu en moyenne 600 000 gènes microbiens, et ça représente donc, les gènes humains représentent moins de 4% de l'ensemble du génome que nous hébergeons. Alors, je vous ai dit beaucoup de bactéries. Il nous faut un petit peu donc avoir une idée de que sont ces bactéries, qu'est-ce qui constitue ce microbiote. Il y a des espèces microbiennes en très grand nombre. Vous avez ici donc la taxonomie, voilà. Donc vous voyez qu'on va parler de règne, puis de phylum, puis de classe, puis d'ordre, puis de famille, puis de genre, puis d'espèces. Et donc en termes d'espèces, quand on se situe ici en haut de cette pyramide, eh bien on en a entre 500 et 1000 espèces microbiennes différentes dans ce microbiote intestinal. Alors il y a 4 grands phylums, embranchements qui sont présents dans ce microbiote quand on regarde ça d'un point de vue très dézoomé, ici en bas de la pyramide. Et il y en a 2 qui sont clairement majoritaires donc, dans notre microbiote. Comment est-ce que l'on peut étudier cet organe très complexe ? Car maintenant, c'est comme ça qu'il est nommé, c'est un organe à part entière. Un organe n'est pas obligatoirement dans une limite finie. Eh bien, pendant de nombreuses années, donc, on connaissait l'existence, on avait des moyens de pouvoir venir caractériser les bactéries, les types de bactéries. Ça se faisait grâce à des cultures. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait accès, grâce à ces techniques, qu'à un petit pourcentage de la diversité des espèces bactériennes présentes dans le microbiote. Donc, les techniques actuelles, eh bien, ce sont des techniques de métagénomique, c'est-à-dire que c'est vraiment à très large échelle la détermination de la composition génétique présente dans chaque microbiote qui permet donc d'avoir des caractérisations très fines. Alors, ce microbiote intestinal, eh bien, il est étudié à partir des fécès, à partir des selles, car en fait, il va y avoir tout au long de notre tube digestif, plus on descend dans ce système digestif et plus le microbiote est dense. Et donc, au niveau donc, de ces selles, eh bien, on a une vision proche de celle qui existe au niveau donc, du gros intestin. On recueille les selles. Ensuite, après des étapes de purification, on va extraire l'ADN bactérien, ce que vous voyez ici. Puis, on va venir amplifier les gènes de ces bactéries, amplifier pour pouvoir ensuite les
caractériser. On va faire des regroupements. Il y a des gènes qui vont se ressembler, qui vont correspondre à des phyla différents, puis des familles, etc. Et ça va nous permettre, grâce à des bases de données qui sont bien constituées, eh bien, d'identifier de quel type de bactérie est constitué donc le microbiote en question. Ça nous permet une détermination très précise, puis ensuite, eh bien, à partir de cette constitution précise de ce microbiote, eh bien, on va pouvoir en faire tout un tas d'analyses, d'utilisations, et c'est ce que je vais vous présenter ici dans différents contextes. Monsieur, est-ce que vous voyez? Parce que je suis debout et peut-être je peux m'asseoir. Alors, quelles sont les fonctions du microbiote? Eh bien, elles sont nombreuses. Il va y en avoir 4 qui vont être majeures. Déjà, ça va être un organe qui va nous protéger contre les pathogènes. Il va y avoir donc déjà un côté barrière physique, c'est-à-dire que c'est 100 000 milliards de bactéries dans nos intestins. Là, ça fait un petit matelas, un petit coussin qui protège contre les pathogènes qui pourraient donc arriver jusque dans notre lumière intestinale. Et puis, on va avoir aussi hébergé des bactéries qui sont capables de produire des antibiotiques, c'est-à-dire des molécules dirigées contre des bactéries pathogènes. Donc, il y a un rôle vraiment majeur de protection. C'est aussi ce microbiote qui va nous permettre de digérer un certain nombre de substances, de nutriments que nous ne savons pas digérer, en particulier les fibres alimentaires. Donc, ça va nous aider à la digestion, et à partir donc du métabolisme de ces substrats, eh bien, le microbiote, ces bactéries vont synthétiser des vitamines, des acides aminés et un certain nombre de lipides qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, qui vont être des substances indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Un rôle aussi dans tout ce qui est immunité, c'est-à-dire que ça va être un petit peu comme une sentinelle qui va sonner l'alarme et déclencher un certain nombre de réactions immunitaires lorsque c'est nécessaire. Et puis, on le verra là aussi largement, eh bien, ce microbiote communique avec le système nerveux. Alors, avez-vous une idée de quand nous acquérions notre microbiote? J'en profite pour enlever ma veste, j'ai très chaud. À la naissance, c'est la mère qui... Ah oui, le volume, mais c'est à la naissance. Alors, j'entends différentes choses. J'ai entendu pas mal à la naissance, j'ai entendu aussi avant de naître, j'ai entendu lorsque l'on mange. Eh bien, faut savoir que dans le ventre de la maman, le fœtus ne porte pas, n'est pas porteur de bactéries. On peut dire il est stérile, entre guillemets. Et c'est en effet au moment de la naissance que ce microbiote va s'implanter. Et je vous ai dit tout à l'heure, on est porteur donc de microbiote sur différentes parties de notre corps. Et donc, vous voyez ici donc les différents microbiotes de la maman, donc nasopharyngés, dans la salive, sur la peau, au niveau des fesses, au niveau vaginal. Et il va y avoir donc ce bébé qui va être colonisé dès la naissance. Et également à retenir qu'au niveau du lait maternel, au moment de l'allaitement, eh bien, il y aura aussi possibilité de passage de bactéries et de colonisation donc d'autres espèces bactériennes. Alors, il est maintenant aussi connu que le mode d'accouchement eh bien, va avoir un impact sur la composition du microbiote du bébé.
Vous savez que bon, il y a la voie naturelle, c'est-à-dire l'accouchement par voie vaginale, et puis dans un certain nombre de cas, il va y avoir nécessité de faire une césarienne. Et certaines équipes de recherche se sont intéressées à regarder si ça avait un impact sur la composition du microbiote, donc de ces bébés à la naissance. Donc ils sont venus faire l'analyse de microbiote de bébés nés par voie basse et de bébés nés par césarienne. Vous avez ici chaque couleur qui représente donc des familles bactériennes différentes. Et vous avez ici en bas la composition de ces microbiotes qui sont ici à 4... Où est-ce que j'ai parti? Voilà. À 4 jours après la naissance, 7 jours, 3 semaines et dans l'enfance. Vous voyez donc, rien qu'en regardant les profils colorimétriques, eh bien qu'il y a une grande différence dans la composition des microbiotes, en particulier dans les premiers jours de la vie, et avec en particulier donc les bifidobactéries qui sont très présentes dès les premiers instants chez les bébés qui sont nés par voie naturelle. On voit que ces différences ensuite ont tendance à s'atténuer. Néanmoins, il reste pour ce qui est Enterococcus, donc la famille des Enterococcus que nous avons ici en bleu foncé, eh bien une proportion supérieure chez les bébés nés par césarienne que chez les bébés nés par voie vaginale. Et les bifidobactéries, eh bien elles restent là aussi un petit peu supérieures chez les bébés nés par voie basse. En particulier, elles sont très présentes dès les premiers jours de la vie chez ces bébés nés par voie vaginale. Or, on sait que certaines familles de bactéries vont avoir une influence positive sur la santé. On n'est pas capable de déterminer si une espèce bactérienne est bonne ou est mauvaise. Vous pourriez vous dire, mais est-ce qu'on contredit là? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il va y avoir à prendre en compte, pas seulement cette espèce bactérienne est-elle présente ou pas, c'est est-elle présente en quelle quantité, est-elle présente avec d'autres types de bactéries qui peuvent l'influencer, quelle est la proportion relative de cette espèce bactérienne par rapport aux autres. Et toutes ces finesses d'analyse, eh bien, sont les limites actuelles d'une application en médecine de ville de ce microbiote dans justement différents types de pathologies ou de prévention. C'est un petit peu fort, tel que je le dis, mais je préfère tout de suite annoncer les limites parce que je vais vous montrer un certain nombre de résultats de la recherche qui sont très prometteurs. Maintenant, même si je cite des espèces bactériennes bien particulières, il n'y a pas possibilité de considérer que celle-ci est bonne et celle-ci est mauvaise. Alors comment on fait? Ok, on a des bébés, on est chez l'humain, on est intéressé bien sûr parce que tous ces rôles, toutes ces fonctions portées par le microbiote eh bien, sont majeures. Quand on veut du coup approfondir les connaissances, la compréhension de qu'est-ce qui se passe en lien avec ce microbiote, il va nous falloir quoi? En recherche, eh bien, il va nous falloir des modèles animaux qui vont pouvoir donc nous permettre d'expérimenter les liens qui peuvent exister entre ce microbiote et différentes fonctions ou différents mécanismes. Alors un modèle qui est très utile et qui a permis vraiment de faire bouger les choses, c'est ce qu'on appelle les souris axéniques. Les souris axéniques, ce sont des souris sans germes, c'est-à-dire qu'elles naissent et qu'elles sont ensuite élevées dans un environnement stérile qui permet qu'elles ne soient porteuses d'aucun microbiote.
Donc ces souris axéniques, eh bien, c'est déjà un outil majeur, puisqu'on va pouvoir tout simplement, j'aurais tendance à dire, venir comparer les souris classiques, porteuses d'un microbiote, et ces souris axéniques. Alors on est loin de la physiologie, entendons-nous bien, puisque on n'est pas donc dans un système qui existe dans la nature, mais entre 0 plus, ça nous donne déjà de quoi bien défricher le terrain. Alors on verra dans la suite de cette conférence, différents designs expérimentaux. Je vous ai juste mis la diapo pour que vous ayez en tête, avant toute chose, que ces modèles animaux vont être majeurs et vont nous permettre vraiment de venir essayer de trouver des liens de cause à effet, ce qui va être indispensable pour pouvoir ensuite appliquer ces connaissances dans la vie de tous les jours. Alors, je reviens à mes bébés là, avec leur différence de microbiote entre voie vaginale et entre sonné par voie vaginale et par césarienne. Eh bien, ici, les auteurs de cette étude, qui a été publiée en 2020, sont venus prendre chez la souris, donc analyser le microbiote, eh bien, 2 souriceaux nés par césarienne, 2 souriceaux nés par voie basse. Donc ici, en voie basse, ça va être tout ce qui va être représenté en bleu. Les souriceaux nés par césarienne sont représentés en orange. Et le groupe jaune, on l'oublie. C'était une troisième condition très intéressante par ailleurs, mais là ici que je ne vais pas développer. Alors là, c'était 9 jours après la naissance. Voilà le profil de ces microbiotes. 3 semaines après la naissance, c'est l'âge où les bébés souriceaux sont sevrés, sont enlevés de la maman, et ici à l'âge adulte. Donc on observe qu'il y a une différence importante dans la composition de ces microbiotes chez les bébés nés par césarienne et nés par voie basse, et ce, même à l'âge adulte. Alors, ils sont venus regarder si, maintenant qu'ils avaient observé cette différence de microbiote selon le mode de naissance, si ça avait des impacts sur un certain nombre de comportements. Et les premières expériences ici qui ont été réalisées, c'est de voir si le bébé reconnaissait l'odeur de sa maman. Alors, la manip consiste à mettre le souriceau dans une cage à 3 chambres. Donc il est ici déposé au milieu. À gauche a été déposé de la sciure neutre et à droite de la sciure, donc où la maman dans laquelle la maman a vécu quelques jours. Et on regarde où se déplace le petit souriceau. Vous avez ici en bleu, le temps que ces animaux ici, nés par voie basse, ont passé dans le lit, dans la litière de la maman, c'est presque la totalité du temps. Quand vous voyez ici que les souriceaux nés par césarienne, vont aller aussi bien d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire ne vont pas reconnaître l'odeur de leur maman. Donc ça, c'était lorsque ces souriceaux avaient quelques jours. Quand on vient ensuite faire des expériences sur ces mêmes animaux à l'âge adulte, d'autres types de tests. Ici, ça nous permet de mesurer la sociabilité. Qu'est-ce que c'est ? C'est encore la cage à 3 chambres. D'un côté, il y a un congénère et de l'autre côté, il y a un objet. Quel va être le comportement naturel d'une souris ? Quand elle a le choix entre venir explorer, découvrir un objet ou venir explorer, découvrir un congénère. La souris, elle est comme nous. C'est un être social. Tous les animaux sont des êtres sociaux et donc l'attirance va se faire vers le congénère. Et on observe ici le temps d'interaction dans
encore une fois, le groupe des animaux nés par voie basse et ici en orange, nés par césarienne. On observe quoi? Pas de différence. Ils vont aller plus vers l'animal que vers l'objet, quel que soit le mode de naissance. Quand maintenant on vient regarder la reconnaissance sociale, c'est un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que là, c'est des deux côtés, dans cette cage, à chaque fois un animal qui va être placé, mais c'est soit un animal déjà connu, c'est-à-dire que la souris a été élevée avec cet animal, elle connaît cet animal, et de l'autre côté, un inconnu, c'est-à-dire un animal qu'elle n'a jamais rencontré. Et pareil, on va venir mesurer le temps d'interaction. La souris, d'une façon classique, eh bien, va avoir tendance à aller vers la nouveauté, vers donc une curiosité de découvrir ce l'animal qu'elle ne connaît pas. Eh bien là, vous voyez qu'il y a une différence notable entre ici mon groupe bleu qui se dirige préférentiellement vers l'animal inconnu, alors que les souris qui sont nées par césarienne, eh bien, elles ne vont pas faire de différence entre l'un et l'autre. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'il n'y a plus de reconnaissance sociale de la nouveauté. Dans ces tests ici en bas, donc c'est des tests qui sont utilisés pour venir mesurer les niveaux de stress, les niveaux d'anxiété de l'animal. Alors je ne vais pas tous les décrire, mais je vais vous décrire ici celui à droite, car on va le revoir ensuite. C'est ce que l'on appelle le labyrinthe en croix surélevée. C'est-à-dire que vous avez, alors labyrinthe est un bien grand mot, c'est-à-dire vous avez ici une croix, vous voyez que les plateformes ne sont pas sur le sol, elles sont un peu surélevées, et vous avez donc une plateforme qui contient des cloisons et une plateforme sans cloison. Et on vient mettre la souris ou le rat au milieu de cette plateforme et on regarde le temps qu'il passe soit dans ce qu'on appelle les bras ouverts, ici, ou les bras fermés, c'est-à-dire là où il y a les cloisons. Et ça va être un reflet du niveau de bien-être, du niveau de confiance de la souris. Si il y a donc un état apaisé de la souris, au début, bien sûr, elle va plutôt se sentir tranquille là où il y a des cloisons, dans ce qu'on appelle les bras fermés, parce qu'elle est plus en sécurité. Déjà, il fait plus sombre, c'est un animal nocturne, il n'y a pas donc le vide qui se présente à elle. Puis, elle va explorer petit à petit les bras ouverts, et voyant qu'il n'y a pas de danger particulier, bien là aussi, elle va faire preuve de curiosité, elle va se balader d'un côté ou de l'autre indifféremment. Eh bien, ici est représenté donc sur ce graphique le temps passé dans justement ces bras ouverts, sur ces plateformes-là qui ne comportent pas de cloison, eh bien vous voyez que les animaux nés par voie basse y passent plus de temps que les animaux qui sont nés par césarienne. Donc c'est une première donnée sur le niveau d'anxiété de ces souris nées par césarienne. Et si ici on prend un autre test, alors là c'est très simple, on met la souris dans une cage où il n'y a absolument rien, on vient la filmer et on enregistre la vidéo et on regarde ce qu'elle a fait, comment elle s'est déplacée. Là aussi, eh bien, quand on est sur le bord ici, et donc à la périphérie de cette cage, la souris se sent plus sécure. Et puis, quand elle va avoir donc capacité de se rendre compte qu'il n'y a absolument aucun danger, elle va venir explorer la totalité de la cage. Eh bien, on mesure quel est le temps passé au centre de la cage, où la souris est quand même moins donc, dans une sphère sécure. Eh bien, on se rend compte que les animaux nés par césarienne vont avoir tendance à rester sur les bords de la cage, à ne pas oser
complètement aller investiguer et aller se promener au centre de cette chambre. Alors, il se passe beaucoup de choses au niveau cérébral au moment de la naissance. Au moment de la naissance, il faut savoir qu'on est déjà équipé de tous nos neurones. Il va y avoir, donc on a 86 milliards de neurones au niveau du cerveau. Ils sont tous présents déjà, donc il y a eu déjà tout un développement cérébral in utero. Mais il se passe ensuite beaucoup de choses, en particulier donc une prolifération neuronale, la capacité des neurones à venir faire du lien, c'est-à-dire communiquer entre eux via donc les synapses. Il va y avoir aussi des migrations, il va y avoir donc tout un tas de choses qui vient tout au long de la vie évoluer au niveau de ce cerveau. Ce microbiote, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc localisé dans les intestins, eh bien, va être en lien avec le cerveau. Alors, on pourrait se dire, entre des micro-organismes qui se trouvent dans notre ventre et notre cerveau, on ne pouvait pas non plus complètement l'imaginer. En fait, il y a des voies de communication qui ont été bien établies, qui sont multiples. Donc déjà, il y a une voie nerveuse, c'est le nerf vague, dont peut-être vous avez entendu parler parce qu'il fait beaucoup les gros titres depuis quelque temps. Donc ça va être ce nerf vague qui va permettre la communication entre une partie du cerveau qu'on appelle le tronc cérébral et différents organes périphériques, dont les intestins. Il y a aussi donc un lien via le système immunitaire et des molécules qui sont donc des molécules immunitaires. Il y a un lien aussi via ce qu'on appelle l'axe du stress, on en reparlera. Un lien aussi via les métabolites que les bactéries sont capables de synthétiser, je vous en ai parlé tout à l'heure, les vitamines, des acides aminés, des acides gras. Et eh bien, ces molécules vont être des molécules qui vont permettre la communication entre ce microbiote et le cerveau. Et puis également, eh bien, les neurotransmetteurs, c'est-à-dire ces molécules, ces substances chimiques qui permettent aux neurones de se parler, eh bien là aussi, il va y avoir des neurotransmetteurs qui vont être synthétisés par certaines bactéries. Alors, je vous disais tout à l'heure, donc les modèles animaux vont être importants pour nous permettre d'avancer dans nos connaissances. Et ces modèles animaux, on retrouve ici au milieu là ces souris axéniques que je vous ai décrites précédemment, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas de microbiote. Eh bien, on va pouvoir venir soit transférer des microbiotes d'autres souris à ces souris axéniques. Il y a certaines expériences aussi qui vont venir, où il va y avoir un transfert de microbiotes humains dans ces souris axéniques. Alors, microbiote humain qui va pouvoir être d'individus sains ou également de patients, donc de personnes qui souffrent de différentes pathologies. Et puis, on peut venir également modifier le microbiote des souris classiques, soit par des antibiotiques, soit des prébiotiques, soit des probiotiques également. Donc là, les premières expériences que je vous montre très rapidement, ça a été de regarder ces souris axéniques. Est-ce qu'on voit déjà, il n'y a pas de microbiote ou il y en a un? Est-ce qu'il y a des différences? Eh bien, on retrouve deux expériences. Je vous ai déjà décrite celle du labyrinthe en croix. Ici, c'est un autre test qui permet de mesurer l'anxiété chez la souris. On la met sur une petite plateforme surélevée, pas très haute, et on regarde le temps qu'elle met à descendre. Là aussi, exploration de la plateforme. Ensuite, elle teste et voit qu'il n'y a pas de danger autour, elle va descendre et explorer plus largement. Si le temps passé sur la plateforme est plus important, eh bien c'est que cela marque un état d'anxiété. Eh bien, ce qu'on a pu voir, c'est que les souris axéniques, elles mettaient
plus de temps que les souris contrôle pour descendre de cette plateforme. Au niveau du labyrinthe en croix, eh bien, le temps passé dans les bras ouverts, donc ici où il n'y a pas la protection des cloisons, eh bien, elle passait moins de temps que les souris contrôle donc, dans ces bras ouverts. Donc, il y avait, chez ces souris axéniques, donc dépourvues de microbiote, un état de stress avéré. Alors là, on est pareil sur des souris, alors là, des rats, pardon, chez lesquels on est venu faire donc une contrainte. C'est-à-dire pendant 1 heure par jour, ils étaient immobilisés de façon forcée. Donc évidemment, c'est pas agréable pour eux, ça les stresse. Et ça a été fait donc et chez des animaux contrôle et chez des animaux axéniques. Et après ça, on vient regarder leur réactivité au stress. C'est-à-dire que l'axe du stress, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est donc constitué de 3 hormones, une neurohormone, puis 2 hormones, et certainement que l'hormone du stress que vous connaissez, c'est le cortisol. Vous en avez très certainement déjà entendu parler. Eh bien, c'est ce qu'on vient mesurer. Alors, chez le rat ou la souris, ça s'appelle corticostérone, mais c'est l'équivalent du cortisol chez l'humain. Eh bien, la réactivité au stress chez ces souris axéniques qui ont donc subi précédemment ce stress, eh bien, est plus important, c'est-à-dire qu'il va y avoir une libération de cortisol, une synthèse de cortisol plus importante chez ces souris axéniques par rapport aux témoins. Quand on prend ces souris là, axéniques et qu'on vient leur inoculer un microbiote donc de souris témoins, eh bien ça atténue leur stress. Ce qui montre bien donc qu'il y a un lien entre ce microbiote et le stress donc observé. Donc il y a une régulation du stress par le microbiote. Alors, on a parlé tout à l'heure de la naissance. Je vous ai juste dit que ce microbiote donc, venait s'implanter à la naissance, que selon le mode de délivrance, eh bien, il y allait avoir un certain nombre de différences observées dans le comportement chez les souris. Et on a dit, personne m'avait dit, ça varie aussi en fonction de ce que l'on mange. Ben oui. Il va être donc influencé, ce microbiote, par beaucoup d'autres facteurs. Je ne vais pas pouvoir tous les citer ici, mais l'alimentation est un facteur majeur de régulation de ce microbiote. Alors si on vous propose là tout de suite de venir manger un hamburger ou de venir manger des brocolis, qui prend le hamburger? Allez, là, il y a 2 bras qui se lèvent, j'y crois pas une seconde. Les brocolis, alors peut-être j'aurais dû dire les épinards ou j'aurais dû dire... Mais le burger quand même, ou globalement... Ah, on est d'accord, si c'est un bon burger. En tout cas, il y a... Et ça peut être bon, tout à fait. Que d'arguments convaincants. Alors, peut-être que tout le monde n'aime pas les burgers et plein de gens ici dans la salle adorent les brocolis, mais néanmoins, ce que l'on sait, c'est que il y a une récompense associée à tout ce qui va être gras ou tout ce qui va être sucré qui est importante, et ça pour tout un chacun. Ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais je peux vous l'assurer, il y a des circuits là, ancestraux qu'on appelle justement le circuit de la récompense qui sont très activés lorsque l'on vient consommer donc de la nourriture grasse ou de la nourriture sucrée.
Alors là, je veux juste citer mes petits étudiants de master 2e année de neurosciences qui ont réalisé dans un travail là que je leur ai fait faire depuis le début de l'année ces quelques diapos. Donc comme c'est les leurs, je les cite. Ils n'ont pas mis leur nom, tant pis pour eux. Mais donc l'idée était justement de venir vous présenter quelques résultats sur est-ce qu'une mauvaise alimentation, donc dans mauvaise alimentation, j'entends eh bien tout ce qui est fast-food ou tout ce qui est transformé, est-ce que ça peut venir impacter le microbiote? Eh bien, on donne à manger aux souris de la nourriture fast-food, c'est-à-dire pleine de gras, pleine de sucre, et d'autres à qui on ne donne pas des brocolis, mais on donne une nourriture classique et équilibrée. Alors, vous avez ici en bleu, eh bien, les souris qui ont reçu la nourriture, donc qui se nourrissent normalement, et en rouge, celles qui donc ont la nourriture très riche en graisse. Et vous voyez toujours ce test du labyrinthe en croix surélevé. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que les souris nourries avec une alimentation fast-food, eh bien, restent plus dans les bras fermés que dans les bras ouverts. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un signe d'anxiété. Tout ce qui change, c'est juste ce qu'elles mangent, hein. Même test que tout à l'heure, je vous ai raconté donc l'open field, c'est-à-dire le champ ouvert, la cage là où elle peut aller absolument où elle veut. Et là, les traits que vous voyez, c'est la reconstitution de son déplacement. Vous voyez, je vous ai dit, ouais, elle reste bien autour au début, la petite souris là, puis après, elle vient visiter partout parce que elle est cool, elle est détendue. Et ici, ceux qui donc sont sous le régime gras, eh bien, vous voyez qu'ils montrent eux aussi des signes d'anxiété puisqu'ils se déplacent uniquement le long des cloisons, donc là où ils se sentent donc plus en sécurité. Donc c'est ici représenté sur ces graphiques le temps passé, soit au centre de l'arène, soit à la périphérie de l'arène, et on voit donc de nouveau une différence majeure entre en bleu le régime sain et en rouge le régime gras. Donc l'alimentation grasse, eh bien dans ces expériences montrent qu'il y a une augmentation du niveau d'anxiété associé. Alors, est-ce que pour autant, ce comportement d'anxiété chez la souris, ok, elle mange trop gras, est-ce que ça vient modifier pour autant leur microbiote? Eh bien, les auteurs sont venus regarder 3 espèces bactériennes importantes, Prevotella, Lactobacillus et Blottia. Et là aussi, bien, on observe des quantités, donc une abondance relative. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'abondance relative qui va être importante, c'est-à-dire avec les autres aussi par rapport à l'abondance, non pas absolue, mais par rapport aux autres types de bactéries qui sont présentes. Et vous voyez que donc, eh bien, les Prevotella et les Lactobacillus sont sous-représentés chez les animaux qui sont nourris avec un régime gras, alors que Blottia, elle, est surreprésentée. Alors, on ne va pas faire de raccourci, mais je vous ai mis en dessous quand même les données de la littérature qui montrent donc des rôles pour Prevotella dans la régulation des émotions, et en particulier la régulation du stress. Lactobacillus, il y a pas mal d'arguments et de résultats expérimentaux qui montrent un rôle positif de Lactobacillus dans tout ce qui est santé mentale. Et Blottia, eh bien, c'est une espèce bactérienne qui a été associée à l'inflammation, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, il y a le système immunitaire et microbiote, il y a un rôle important. Eh bien, lorsque certaines espèces bactériennes sont présentes, de façon trop importante, eh bien, ça peut déclencher de l'inflammation et associé également ici à cette, quand Blottia est surreprésentée, à de l'anxiété.
est-ce que pour autant on peut venir bouger un petit peu tout ça? Probiotiques, prébiotiques sont des termes que j'ai employés tout à l'heure pour les redéfinir rapidement. Les probiotiques, ça va être donc des espèces bactériennes vivantes que vous allez ingérer et qui vont pouvoir avoir un effet bénéfique sur la santé aux quantités ingérées. C'est l'OMS qui dit ça, parce que vous pouviez voir quand toutes ces recherches ont commencé à émerger dans les rayons des supermarchés, marqués partout, yaourt probiotiques, etc. Ça a été un peu réglementé parce que, bah oui, des bactéries dans le yaourt, il y en a. Je vous ai dit 100 000 milliards de bactéries dans un yaourt. Bon, je n'ai pas les chiffres, mais vous imaginez bien qu'on est à des quantités très infimes. Et puis, on est avec des espèces bactériennes très, très diversifiées. Et donc, le terme de probiotique a été réglementé en disant qu'il fallait que ce soit des espèces qui étaient déjà montrées scientifiquement comme pouvant avoir des effets favorables et que la quantité présente soit dans les sachets, soit dans les gélules, soit dans les ampoules qui peuvent être vendues en parapharmacie, et bien que cette quantité était suffisante pour pouvoir agir. Prébiotiques, eh bien, ce sont les substrats nutritifs d'espèces bactériennes que l'on souhaite venir renforcer. Je vous ai dit tout à l'heure, ces bactéries, elles se nourrissent de fibres alimentaires. Mais en même temps, comme vous, certains préfèrent les brocolis, d'autres préfèrent les hamburgers, bien elles aussi, selon les espèces, elles vont avoir donc des spécificités dans les substrats qu'elles vont être capables de digérer. Alors là aussi, vous pouvez trouver des prébiotiques en parapharmacie. Juste une petite info, des probiotiques, des prébiotiques, il y en a aussi plein, votre primeur. Il y en a aussi plein dans voilà, les différentes choses naturelles que l'on peut ingérer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête par rapport, justement, encore une fois, à la main que l'on peut avoir sur ce microbiote via l'alimentation. Alors ici, dans cette expérience, eh bien, les auteurs sont venus ajouter des probiotiques dans le groupe, enfin, ils ont fait un troisième groupe d'animaux, un groupe d'animaux qui était là aussi nourri avec donc trop de gras, mais auquel ils venaient donc rajouter des probiotiques, et ces probiotiques étaient Lactobacillus rhamnosus. Ils sont venus déjà regarder leur poids, parce que évidemment, quand on a un régime trop gras, eh bien, ça fait prendre du poids à l'humain comme à la souris. Donc vous voyez ici entre mes barres grises qui sont les animaux contrôle et rouge et orange, eh bien, les animaux sous régime gras vont grossir plus, enfin vont être plus lourds que les animaux contrôle. Ça à 8 semaines. Quand on regarde à 18 semaines, on voit que les animaux qui sont sous régime gras mais avec ajout de probiotiques, eh bien, ils ont moins pris de poids que ceux qui sont sous régime gras seulement. Donc en fait, ce régime riche en graisse, il va augmenter significativement le poids des souris. Et l'addition de probiotiques, donc à ce régime gras, diminue significativement le poids des souris par rapport à celles qui ont le régime gras seul. Ils sont venus regarder, parce que oui, le poids c'est bien, mais le poids c'est pas la graisse. Ça peut être du muscle, ça peut être de l'eau, ça peut être plein de choses. Donc là, ils sont venus regarder le tissu adipeux, c'est-à-dire voir si c'était vraiment au niveau de ce tissu adipeux qu'il y avait une variation. Et ils ont bien observé que le tissu adipeux des animaux qui mangent gras mais qui ont des probiotiques, eh bien, est moins élevé. La quantité de tissu adipeux est moins élevée que ceux qui sont au régime gras. Ils ont refait les petits tests comportementaux de tout à l'heure, c'est-à-dire l'open field. Vous vous souvenez, les animaux sous régime gras montrent de l'anxiété, vont pas beaucoup dans les bras ouverts.
vous voyez ici les contrôles en gris, eh bien on observe que les animaux qui sont complémentés avec les probiotiques, malgré leur régime gras, eh bien, vont montrer moins de signes d'anxiété. Ils sont venus observer également les hormones du stress dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire mesurer les niveaux de corticostérone, le cortisol chez l'humain, et on observe eh bien, que ce cortisol est plus élevé chez les animaux sous régime qui mangent gras et qui est de niveau du contrôle chez les animaux qui mangent gras mais qui sont supplémentés en Lactobacillus rhamnosus. Alors, qu'est-ce qu'il en est donc chez l'humain, puisque toutes ces recherches, bien sûr, ont comme objectif de venir mieux comprendre tout ce qui se passe, mais aussi portent l'espoir de pouvoir ensuite s'appliquer à la santé humaine. Alors, je vous ai juste ici pris une étude publiée en 2021, là, qui constituait en un régime, enfin une supplémentation en probiotiques de type Lactobacillus plantarum pendant 12 semaines chez donc des personnes chez qui on venait mesurer par questionnaire le stress et l'anxiété. Ils ont rapporté donc par rapport à ces mesures par questionnaire, mais aussi par rapport à la qualité du sommeil qui était mesurée, eh bien, ils ont rapporté une diminution de stress et d'anxiété. Ils ont rapporté également que ça favorisait un meilleur sommeil, une humeur stable. Et lorsque les auteurs sont venus regarder ce qu'il en était en termes de composition de leur microbiote, eh bien, ils ont pu observer une modification de ce microbiote après traitement par L. plantarum pendant 12 semaines, avec plus de bifidobactéries et plus de fécalibactéries. Ils ont observé aussi que ces espèces bactériennes eh bien, étaient des espèces bactériennes connues pour venir produire des acides aminés, en particulier l'acide aminé qui est aussi un neurotransmetteur qui s'appelle GABA. Je ne sais pas si vous connaissez ce GABA. Les neurones, ils peuvent être soit excités, soit inhibés, c'est-à-dire soit ils vont venir s'activer, soit au contraire, ils vont venir un peu se calmer. Le GABA, c'est celui qui calme l'activité nerveuse. Donc, c'est par exemple le GABA, quand vous venez prendre un somnifère, c'est sur les récepteurs à GABA que viennent agir ces molécules en venant donc diminuer l'activité neuronale. Donc attention les limites de cette étude, parce que tout ça n'est pas magique. C'est uniquement 52 sujets qui ont reçu donc cette complémentation pendant 12 semaines, 52 sujets receveurs, 51 sujets contrôle. Et ça, c'est toujours à regarder, hein, parce qu'on va voir, c'est bien qu'on publie des résultats sur des choses qui sont relativement préliminaires. C'est pas beaucoup, 50 et 50. C'est pas beaucoup, mais en même temps, ça permet quand même de faire des moyennes, de venir donner des indices de... il y a quelque chose à creuser, on va aller plus loin, soit on va augmenter la cohorte, soit on va venir raffiner le protocole et plus donc distinguer des caractéristiques différentes dans les groupes. Donc ça a cette valeur de piste de recherche intéressante qui se continue bien sûr d'être à explorer, mais vous ne mettez pas en sortant d'ici à aller regarder où est-ce que vous pouvez acheter Lactobacillus plantarum. Ok ? C'est un petit peu voilà, le message. Quelques mots aussi sur Alzheimer. Eh bien, chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, donc vous savez que c'est une maladie neurodégénérative où en particulier les fonctions cognitives vont être touchées, donc la mémoire et autres fonctions cognitives.
on sait qu'elle est caractérisée par une accumulation de ce qu'on appelle des plaques amyloïdes dans le cerveau. C'est-à-dire que ça vient s'agréger, des molécules qui viennent s'agréger et qui viennent empêcher le bon fonctionnement neuronal. Et ce qui a pu être observé aussi ici, c'est que le microbiote de ces patients Alzheimer est différent des contrôles. Vous avez ici en vert foncé les contrôles. Ici en vert clair, les patients Alzheimer, vous voyez que dans ces espèces que sont dans cette classe qu'est les firmicutes, il y a une différence notable. Et pareil pour les actinobactéries. En fait, lactobacillus, dont je vous ai parlé plusieurs fois, fait partie de la classe des firmicutes. Bifidobactéries font partie des actinobactéries. Donc, il y a une diminution dans ces deux populations chez les malades d'Alzheimer. Alors, l'idée, bien sûr, a été de se dire, OK, modification de la maladie du microbiote chez les patients Alzheimer. Est-ce que pour autant ça a un lien? On s'est servi donc de nouveau de modèles animaux. Donc il y a des modèles animaux qui existent, qui sont les 5XFAD, qui sont des souris modèles de la maladie d'Alzheimer. Et on a pu observer que chez ces souris, là aussi, on observait une différence de microbiote du même type que celui que l'on observe chez les patients Alzheimer. Vous voyez ici, beaucoup moins de lactobacillus et beaucoup moins de bifidobactéries chez les patients Alzheimer. Lorsque l'on vient donc administrer oralement des probiotiques de type bifidobactéries et lactobacillus, et qu'on regarde le cerveau de ces souris, donc ici vous avez une coupe d'hippocampe, c'est une structure du cerveau assez profonde qui est très impliquée dans tout ce qui est apprentissage, mémorisation, chez les souris contrôle. Ici vous avez chez les souris Alzheimer les plaques amyloïdes dont je vous parlais tout à l'heure, vous les voyez bien, là ici c'est les différentes petites granulés orange qui apparaissent sur cette coupe. Chez les souris Alzheimer qui ont reçu ces probiotiques, on voit que l'on observe beaucoup moins de plaques amyloïdes. Donc diminution des plaques amyloïdes. On est venu faire des tests de mémoire chez ces souris et on a pu observer que les fonctions cognitives étaient restaurées chez ces souris Alzheimer qui avaient reçu ces probiotiques donc de type lactobacilles et bifidobactéries. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Si on est venu un petit peu regarder quels pouvaient être les mécanismes, en fait, on sait donc chez les bactéries, en particulier les bactéries donc Gram-, qu'elles peuvent produire une substance qui s'appelle le LPS, donc pour le lipopolysaccharide. Et quand il y a une diminution de la diversité bactérienne dans les microbiotes, comme j'ai pu vous le montrer donc chez les patients Alzheimer, là, ici, elles vont être plus présentes, ces bactéries. Il va y avoir plus de LPS produits. Ce LPS va activer le système immunitaire et va venir générer de l'inflammation. Cette inflammation, elle va agir ici au niveau de notre barrière intestinale. C'est-à-dire que notre tube digestif, c'est vraiment comme un tuyau. Et les premières cellules donc, qui vont être présentes au niveau de l'intérieur de ce tuyau, au niveau de ce qu'on appelle la lumière, elles font barrière. Il ne faut pas que tout et n'importe quoi vienne atteindre notre sang. Cette barrière épithéliale qui est sélective, certaines choses doivent pouvoir passer, d'autres doivent pouvoir être retenues, cette barrière est endommagée par ce LPS via ces molécules de l'inflammation. Une autre barrière importante existe cette fois au niveau cérébral, c'est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui elle aussi va pouvoir être plus ou moins lâche et
lorsque il va y avoir des molécules de l'inflammation, eh bien, on sait qu'elle va venir être un petit peu endommagée et donc permettre d'atteindre le cerveau. Et donc, ces molécules de l'inflammation viennent générer une neuroinflammation cérébrale. Alors, cette neuroinflammation, eh bien, ça passe après par des mécanismes qui sont de plus en plus caractérisés précisément avec une action au niveau des astrocytes. Alors, je suis un petit peu technique là, hein, mais le système nerveux, c'est des neurones, j'en ai parlé, je redis, les neurones, c'est pas que ça. C'est-à-dire que notre cerveau est constitué, certes, de neurones, indispensables pour toutes les fonctions, puisque il est vraiment le chef d'orchestre. Pas que, hein, il reçoit des informations aussi de la périphérie, mais il y a d'autres types cellulaires qu'on appelle les astrocytes qui vont avoir un rôle majeur dans le fonctionnement équilibré de ce cerveau et également d'autres types de cellules, les microglies qui sont les cellules immunitaires du cerveau. Et donc il va y avoir ces cellules immunitaires du cerveau, ces astrocytes, qui vont être dérégulés, qui vont être perturbés et ce qui va engendrer la formation de plaques amyloïdes. Donc, plaques amyloïdes, perte neuronale, c'est-à-dire que les neurones vont être empêchés de fonctionner normalement. La transmission entre ces neurones, c'est-à-dire la transmission au niveau des synapses, là aussi, va être perturbée. Et c'est ce qui va être les mécanismes qui vont sous-tendre ensuite le déclin cognitif que je vous décrivais tout à l'heure. Lorsque l'on administre des probiotiques, eh bien, ce qui a pu être montré, c'est qu'il y a moins de LPS produits, donc moins de neuroinflammation et donc un déclin cognitif qui est diminué. Donc, les symptômes de la maladie d'Alzheimer, là ici dans cette étude, ont bien montré qu'ils pouvaient être diminués par l'utilisation de certains probiotiques, avec probiotiques, avec les limites dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je remets ici, qui vont être une grande variabilité des résultats entre les études. On n'observe pas, vous savez que la science ne doit se faire que, en tout cas les conclusions que l'on peut tirer des données scientifiques ne peuvent se faire que quand on a suffisamment d'arguments, donc de résultats qui vont dans le même sens pour pouvoir tirer une conclusion. Quand on a des résultats qui sont quelquefois contradictoires, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a raison et que l'autre a tort, parce que si les études ont été bien menées et ont été rigoureuses, eh bien, ils sont ce qu'ils sont, les résultats sont ce qu'ils sont. Par contre, c'est que cette variabilité eh bien, va pouvoir venir de facteurs qui n'ont pas encore été pris en compte. Par exemple, eh bien, l'âge à laquelle on est venu commencer l'administration de ces probiotiques chez les souris Alzheimer, la durée. Je vous ai parlé de différentes espèces. Est-ce qu'on était donc exactement dans les mêmes espèces ? Est-ce que il y a tout un tas comme ça de facteurs qui font que tant qu'on a des variabilités entre les résultats des différentes études, ça crée une limite, ça montre que l'on n'est pas encore très précis. Et puis, eh bien, il va y avoir aussi quelquefois nécessité d'utiliser des cocktails. Là, à chaque fois, j'ai parlé d'une espèce bactérienne qui était utilisée. On a vu la grande diversité, 600 à 1000. Et donc, on est bien conscient que ça va plus être des cocktails qui vont être nécessaires. Et là aussi, ces cocktails, lesquels, en quelle proportion relative. Et donc, tout ça doit être investigué de façon plus détaillée pour pouvoir ensuite confirmer ou venir raffiner ces résultats. Voilà, vous voyez, c'est quelques études sur la maladie d'Alzheimer. Voilà ce que nos étudiants là, de master ont dû lire dans le détail, ces différents
Voilà, à chaque ligne correspond à peu près un article de 20 à 40 pages. Donc, voilà, c'était juste pour l'anecdote. Voilà, donc juste pour finir, bien vous dire que quand même, les aliments ultra transformés, on limite au maximum, voire on arrête. C'est l'alimentation, on a vraiment, ça pourrait être là aussi tout l'objet d'une autre présentation, mais on a vraiment la main sur ce que l'on mange et c'est majeur pour le microbiote, même s'il n'est pas que influencé par l'alimentation, c'est un aspect majeur. Je voulais aussi finir avec cette petite étude là sur les personnes qui jardinent, parce que c'est bien de manger des légumes, des fruits, puis aussi quelquefois de faire son jardin, ça peut avoir plein de vertus, hein. C'est un anti-stress, ça permet de faire de l'activité physique et ça vient aussi modifier le microbiote. Ici c'est une étude donc de la diversité microbienne chez des personnes qui jardinent ou pas, aux différentes saisons, parce que là, malheureusement, on rentre dans la saison, on ne va plus y avoir grand-chose à faire. Hein, c'est plus, donc, vous voyez qu'ici, c'est pendant l'hiver et là, au printemps. Et ce qui a pu être observé, c'est que il y a une modification bénéfique pour les personnes qui jardinent. Et on retrouve le microbiote qu'on trouve dans le sol aussi. Et quand je vous disais diversité, plus vous allez varier votre alimentation, c'est pas seulement manger sain, ça c'est bien sûr, mais c'est aussi manger très varié. Et être dans des environnements les plus diversifiés fait que, parce qu'on est entouré de bactéries de différentes natures, et donc cette diversité va aussi être majeure. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Et je suis à votre disposition pour les questions que vous avez. Oui. Alors, attendez. Monsieur, je vais...